Chapitre 28. Il y avait des corps dans la salle d'attente du cabinet médical, même si Jennifer répugnait à appeler ça des corps. Ça n'était pas très différent des petites piles de vêtements que Léo laissait traîner dans sa chambre, comme des bouses de vache dissimulées dans un champ. Dans un coin, elle aperçut une poussette et une genouillère rose. Mais elle ne détourna pas le regard assez vite, et elle vit le petit crâne avec 2 orbites noires qui la dévisageaient. Il y avait de ces épouvantails de cauchemars un peu partout dans la pièce. Elle contourna prudemment chaque pile, tout en examinant le sol à la recherche des filaments de fluide. Mohamed, où est passé tout le liquide ? Il haussa les épaules. Lui aussi avait remarqué son absence. Rien ne suggérait que ces corps aient un jour été autre chose que des os et des guenilles, en dehors d'un réseau de minuscules taches sur la moquette dure du cabinet, de fines lignes qui irradiaient de chaque corps comme de vieilles routes de campagne abandonnées qui indiquaient là où le liquide avait circulé. Ils firent le tour du bureau de la réceptionniste pour rejoindre le local recouvert du sol au plafond d'étagères et de caisses remplies de petits sachets blancs et de cartons de médicaments, pour la plupart étiquetés au nom des patients. Nous devrions prendre plusieurs types d'antibiotiques pour votre fille, suggéra Mohamed en sortant les cartons un par un pour en examiner le contenu. Nous devrions également préparer un assortiment de médicaments plus génériques. Des analgésiques aussi. Ceux que vous préférez. Peu importe la marque. Ce sont tous les mêmes. Jennifer commença à trier les paquets dans un des casiers. Vous semblez vous y connaître ? J'étais pharmacien avant, répondit-il. Ici ? Non, en Syrie. Elle se tourna vers lui. Vous ne m'avez pas dit que vous veniez du Bangladesh ? J'y suis né, expliqua-t-il avec un haussement d'épaule. Et vous êtes allé en Syrie ? Elle laissa sa phrase en suspens, mais il avait parfaitement compris la question qu'elle voulait poser. J'y suis allé là-bas pour aider mes frères et mes sœurs, déclara-t-il d'un ton plus solennel. Oui, j'y étais. Et vous avez combattu ? Il l'ignora et sortit un carton qu'il vida par terre. Tenez, mettez ce que vous voulez là-dedans. Est-ce que vous avez combattu ? Elle avait répété sa question comme une accusation dans un tribunal. Non, j'étais secouriste. Jennifer plissa les yeux. Vous êtes parti soigner des terroristes ? Je suis parti soigner des gens, répliqua-t-il avant de la regarder droit dans les yeux. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne, Madame Button. Ça n'a plus aucune espèce d'importance. Désormais, tout ce qui compte, c'est le peu d'entre nous qui ont survécu. Ouais. Elle esquissa un sourire conciliant. Vous avez raison. Léo s'accroupit au bord de la mare pour examiner l'eau. À la surface flottaient des nénuphars et un tapis d'algues vertes. Ce n'était pas la première fois qu'il observait une mare. Il ne comptait plus les fois où il s'était assis près de l'étang du Central Park. Mais là-bas, la surface vibrait d'activité. Les vagues des bateaux radiocommandés, les rides causées par les canards, et les oies qui nageaient ou qui se disputaient les miettes de pain qu'on leur jetait. Ici, l'eau était aussi plate et froide qu'un miroir. Même la brise qui agitait les branches du saule ne parvenait pas à troubler sa surface. Il n'y avait pas le moindre cercle concentrique provoqué par la danse d'une araignée d'eau ou d'une punaise. Elle était silencieuse, immobile, sans vie. Il entendit claquer la porte du coffre de la camionnette et se retourna. Grace traversa la pelouse vers lui, en prenant bien soin de contourner la pile de vêtements. « Léo, mais qu'est-ce que tu fabriques ?» Elle s'arrêta à quelques mètres de la mare, méfiante,
et examina les algues vertes. Je me disais qu'il y aurait peut-être des êtres vivants dans l'eau, du poisson ou n'importe quoi, soupira-t-il. Elle était encore en colère, mais elle était surtout curieuse. Et alors ? Rien. Ce qui veut probablement dire que les mers et les océans aussi sont touchés. Logique. S'il se souvenait bien, près de 90% des organismes vivants de la planète se trouvaient dans l'eau. Le virus ne s'était sûrement pas fait prier pour causer d'autres ravages. Tu sais ce que ça signifie, Grace ? Oui. Le virus est partout, dit-elle gravement. Exactement. Jusque-là, il avait l'infime espoir qu'un jour, les forces de secours des Nations Unies apparaîtraient dans le ciel, telle une armée d'anges, que des escadrons d'hélicoptères feraient soudain s'envoler les feuilles mortes et la poussière, en descendant déverser des centaines de paires de bottes de militaires sur le sol. Mais si ce virus était aussi efficace sous la mer que sur la terre, alors même les plus petites nations insulaires de l'autre côté du globe n'avaient pas la moindre chance de survie. Ni les Tonga, ni Hawaï, ni l'île de Pâques, ni même les stations de recherche éparpillées en Antarctique. Nous sommes seuls. Même ceux qui vivent dans des endroits entourés d'océans, comme la Nouvelle-Zélande, ne pourraient pas être épargnés. Sauf les gens comme nous, dit-elle. Comme nous ? Oui, enfin, on ne sait jamais, peut-être qu'on est vraiment immunisés. Toi, moi, maman et Mohamed ? Il s'assit pour de bon et observa le saule pleureur. Et d'autres gens, reprit-elle en se grattant la peau à l'extrémité de son plâtre. Si on est immunisé contre le virus, on ne peut pas être les seuls, pas vrai ? Il ne peut pas rester que nous 4. Un léger bruit surgit alors de la mare. Une minuscule vague vient lécher de quelques centimètres la terre sèche près du pied de Léo. Il examina la surface et vit un second cercle concentrique qui suivait l'exemple du premier. Plus discret, mais bien là. Léo se tourna vers sa sœur. « Tu as jeté quelque chose dans l'eau ?»« Non. » Il releva la tête vers l'arbre. Peut-être que la brise avait fait tomber une feuille ou une graine. Un autre clapotis créa un nouveau cercle un peu plus loin dans l'eau, près du rivage. « Merde !» lâcha-t-il. Il se redressa rapidement, mais resta accroupi sur le bord. Il reste peut-être encore un truc vivant là-dedans. Grace s'approcha jusque derrière lui. Je ne vois rien. Il se leva d'un bond, histoire d'avoir une vue d'ensemble. Entre les algues et les nénuphars, il ne distinguait que de l'eau verte et trouble. Il resta ainsi une minute, guettant un autre cercle concentrique pour l'aider à localiser l'endroit à surveiller. Et soudain il vit, comme une image fugace, de quelque chose pâle tout près de la surface. Un éclair, puis plus rien. « Un poisson !» s'écria Grace surexcitée. Elle aussi, elle l'avait vu. Le ventre blanchâtre d'un poisson d'eau douce. Ravis, ils échangèrent un sourire. « Peut-être que la mer sera préservée finalement, » dit Léo. « Et peut-être que nous sommes pas seuls !» ajouta Grace pleine d'espoir. Ils entendirent alors la voix de maman et se retournèrent. Elle se rapprochait de la camionnette avec Mohamed. Chacun avait dans les bras un gros carton. « Je vous avais dit de rester à l'intérieur !» leur dit-elle de l'autre côté de la place. « Maman !» cria Léo en agitant la main. « Venez ! Il faut que vous voyiez ça !» Les deux adultes posèrent leurs colis et se précipitèrent pour les rejoindre au bord de la mare. « Qu'est-ce qu'il y a ?» haleta Mohamed, le visage pétri d'inquiétude. « Rien, enfin rien de grave !» répondit Léo en désignant la surface immobile. « Regardez !»« Léo, bon sang, et toi aussi, Grace !» gronda leur mère en secouant la tête furieuse. « Je vous avais pourtant dit de... »« Mais maman, il y a des poissons vivants là-dedans !» l'interrompit Grace. Cela parvint à lui clouer le bec.
vivant ?» répéta Mohamed. « Vous en êtes sûr ?» À cet instant, une nouvelle série de cercles concentriques vient rider la surface, et ils le virent tous, l'espace d'une seconde. Le ventre blanc du poisson et le frémissement d'une nageoire dorsale. Puis, il regagna les profondeurs boueuses aussi vite qu'il en était sorti. « Oh mon Dieu !» souffla Jennifer. « Est-ce que c'était une carpe ?»« C'est très encourageant, » dit lentement Mohamed. « Ça signifie que d'autres formes de vie ont réussi à subsister, et peut-être que certaines espèces n'ont pas été affectées. »« Exactement !» s'écria Léo. Ils attendirent encore une minute, mais leur carpe devait avoir le trac, car elle refusa de refaire une apparition. « Oh, c'est formidable !» dit Jennifer avant de poser une main sur l'épaule de chacun de ses enfants. « Je suis désolée d'avoir crié. »« C'est pas grave, maman, » répondit Grace. « Aujourd'hui, on aura eu au moins une bonne nouvelle. » Elle lui fit un sourire en coin. « Enfin !»« Nous ferions mieux d'y aller, » dit Mohamed. Ils tournèrent les talons et repartirent en direction de la camionnette. Grace se mit à développer la théorie de Léo comme si c'était la sienne, expliquant que le virus n'aimait peut-être pas l'eau et qu'il serait donc arrêté par les divers océans et les mers du globe. Que d'autres nations, comme la Nouvelle-Zélande et Hawaï, se portaient peut-être très bien. Ils remontèrent à bord de leur véhicule et avec un grincement de vitesse et une série de petits bonds, la camionnette fit demi-tour en 5 manœuvres. Elle heurta un trottoir avant de repartir par où elle était venue. Le moteur hurla à cause de son sur-régime. Et Lytton Buntingham retrouva son calme et sa tranquillité. La brise caressa les branches du saule qui murmurèrent en retour. Les nuages écartèrent soudain le manteau gris. Un bout de ciel bleu apparut et le soleil vient éclairer ce paisible tableau rural. Absolument parfait, bien qu'un peu trop silencieux. Ni chant d'oiseaux, ni bourdonnement d'abeilles, ni carillon d'église au loin, ni même le vombrissement d'une tondeuse à gazon. Rien que le souffle de la brise et le frémissement du saule. Quelques rayons de soleil s'infiltrèrent dans les profondeurs de la mare boueuse et virent éclairer un instant le dos de la carpe trop timide d'une lumière rendue verte par les algues de la surface. Sauf que ce n'était pas une carpe. Au mieux, c'était une approximation maladroite et mal formée. Un poisson griffonné par un enfant, sachant tout juste tenir un crayon. Pas encore un poisson. Un ballon d'essai. C'était la tentative de plusieurs milliards de cellules d'assembler les fragments d'ADN qu'elle avait recueillis dans les myriades de créatures absorbées au sein de son petit univers. Un modèle de travail, un projet ambitieux à l'échelle microscopique. L'équivalent pour l'humanité du premier voyage sur la Lune. Elle avait déjà tenté d'autres projets, moins complexes, avec divers degrés de réussite. Une forme de vie, monocellulaire, quelques invertébrés, des patrons d'ADN plus modestes en comparaison. 7 heures plus tôt, des décennies pour des entités aussi minuscules que celle-ci, avaient créé une reproduction presque convaincante d'un escargot d'eau douce. Structure simple, locomotion simple, pensée simple. La construction réussie du génome presque complet d'une espèce, à partir des fragments dérobés au cours du pillage par le virus de l'entièreté de cette mare des siècles plus tôt. Un par un, la reproduction réduite de ce petit univers posait les jalons de son évolution. Pour l'humanité, cet escargot d'eau douce, presque crédible, est-il l'équivalent de la première machine volante. Fragile, engin composé de balsa et de morceaux de bicyclette. Et la carpe, déformée, le premier satellite mis sur orbite. Si cette intelligence microscopique avait pu exploser de joie, déboucher le champagne
et allumer les cigares en admirant son escargot et sa carpe, nul doute qu'elle l'aurait fait. Au lieu de cela, elle archiva chimiquement ces données sous forme de séquences ADN pour garder une trace du succès de l'expression de ce génome. Un succès de plus à ajouter à la liste grandissante de ses modèles d'espèces viables. Puis, elle se remit au travail.